Bienvenue sur Nos Éducations Positives, le podcast de l'École des formations positives, conçu et animé par moi-même, Charlotte Uvira, formatrice et auteure. Je reçois ici des professionnels qui m'inspirent et font la différence en matière d'éducation et de parentalité. Vous verrez, il y a tant de manières d'éduquer positivement. Abonnez-vous, partagez, mettez-nous 5 étoiles. Ici, des experts travaillent pour vous. Bonjour Émilie de Smetter, c'est toi notre invitée aujourd'hui dans le podcast Nos Éducations Positives. Je suis ravie de t'accueillir. J'aimerais beaucoup que tu te présentes. Bonjour Charlotte, je suis aussi ravie de faire partie de ce podcast. Et moi c'est Émilie, donc je suis maman de 2 enfants qui ont 5 ans et 7 ans. Mon garçon de 7 ans, ma fille de 5 ans. Et j'ai été anciennement ingénieure chimiste et suite à une reconversion professionnelle, je suis aujourd'hui coach parental. Mais ce serait bien que tu nous dises un peu comment tu en es venue à t'intéresser à l'éducation positive, puisqu'apparemment, t'étais pas du tout dans ce secteur-là. Non. Comment tu es arrivée là? C'est tout d'abord ma vie de maman en fait qui m'a menée là. J'ai eu mon deuxième enfant, donc ma fille, quand mon fils avait 2 ans. Et là, je me suis retrouvée avec un bébé qui pleurait beaucoup, un bébé qui était tout le temps dans les bras, qu'il fallait énormément rassurer, qui me demandait énormément d'attention, énormément de temps, énormément d'énergie. Et en parallèle de ça, j'avais mon garçon qui avait 2 ans et qui lui aussi commençait à demander énormément d'attention, qui affirmait surtout sa personnalité et qui faisait comme beaucoup d'enfants à cet âge-là, se roulait par terre, faisait des crises et C'est des essayait choses de... très normales Très finalement. normal pour montrer qu'il existait, quoi. Et Mhm. donc, je me suis retrouvée avec ces 2 problématiques-là en même temps, hein. Pas dormir, à devoir porter mon bébé, prendre soin de mon grand. Et ça a été très, très difficile, en fait. Ouais. Et du coup, je me suis beaucoup questionnée. J'avais pas envie de laisser mon bébé pleurer, j'avais envie de le garder avec moi. Et puis mon fils, j'avais envie de comprendre en fait pourquoi il était comme ça, qu'est-ce qui lui arrivait. Et donc j'ai cherché un petit peu sur Internet. Je suis tombée sur des vidéos qui m'ont beaucoup parlé, une Mhm. vidéo sur l'attachement notamment, où là ça a été un déclic où je me suis dit ouais en fait je ne vais pas la laisser pleurer, elle va dormir avec nous, je vais la prendre dans mes bras autant qu'elle en a besoin. Et lui, je vais le comprendre en fait, il va vivre des choses et je vais essayer de le comprendre et je vais être là pour eux en fait autant qu'ils en ont besoin. Mhm. Alors donc ça a été hyper dur hein parce que du coup Oui, parce que on réalise ce que l'on doit faire, mais ça veut pas dire que c'est facile à faire. eh oui, exactement. Et donc c'était très très difficile. Et en parallèle de ça, donc je retourne au travail après mon deuxième congé maternité. Donc au début, donc je retourne au travail très contente parce que je reparle à des adultes, parce que j'ai une vie autre que changer des couches et donner des biberons, etc. Et puis très vite, les projets ne m'intéressent plus. Je m'ennuie énormément. Je m'y retrouve plus du tout en fait dans ce travail. Je me reconnais pas. Ça, c'est très éloigné de ce que je vis dans ma vie actuelle. Et donc, je me pose plein de questions. Je commence un bilan de compétences. Pendant ce bilan de compétences, donc, je me rends compte que je ne veux plus faire ce travail-là d'ingénieur chimiste. Je cherche qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, en fait. Je me rends compte que tout ce que je découvre avec mes enfants, toutes les difficultés que je vis, me mènent vers l'éducation positive, mais surtout vers la relation, en fait, entre nous, entre mes enfants et moi, et qu'il y a énormément de choses à faire. Et pendant ce bilan de compétences, donc je cherche comment me former, comment apprendre. Et je tombe sur l'école des formations positives, et voilà, et tout démarre. Et tout démarre. Donc aujourd'hui, tu es coach parental, tu accueilles les parents, Ouais. tu les accueilles sur des problématiques de base liées au comportement de leur enfant, Mhm. notamment comme tu le disais par rapport à ton fils, il se roule par terre, il me demande tout le temps, il me sollicite beaucoup et je me sens débordée. Et cependant, aujourd'hui, on a décidé de nous focaliser sur une autre partie de ton travail, tout à fait en lien, qui porte là sur la régulation émotionnelle des parents. Mhm. Bah oui, parce que c'est-à-dire on parle beaucoup du manque de régulation émotionnelle des enfants, celle qu'on vient décrire Ouais. notamment. Et en fait, derrière, il y a un parent qui se sent débordé, qui va s'énerver, qui va mal gérer les émotions qui le submergent. Et ça, c'est une partie importante de ton travail aujourd'hui. Mhm. Et donc, est-ce que tu voudrais nous parler de ces parents qui viennent à toi par rapport à ces problématiques-là? Ouais.
Au fond, les parents, ils ont pas envie, en fait, de s'énerver contre leurs enfants. Ils ont pas du tout envie, pourtant ils le font quand même. Et moi, je me souviens d'un moment où j'ai été avec ma fille, un moment où j'étais hyper stressée. Enfin, vraiment, j'étais très 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 stressée. Elle est venue vers moi parce que ça allait pas. Elle râlait, elle avait besoin de quelque chose, mais moi à ce moment-là, j'étais pas du tout capable en fait de l'écouter, de prendre soin d'elle à ce moment-là. Et vraiment, je me suis sentie débordée par mes émotions. J'ai senti que à l'intérieur de moi, tout était déjà rempli en fait, et que si elle venait en plus avec son problème, eh ben en fait, Ouais. j'avais pas de place pour ses émotions à elle. Je savais pas quoi en faire de ces émotions que j'avais sur ce Mhm. moment-là. J'ai pu lui verbaliser que je n'avais pas de place pour ses émotions à elle, mais je ne savais pas quoi faire de tout ce que j'avais là en moi. Et, euh, et c'est vrai que pour les parents, c'est difficile parce qu'ils ont leurs propres émotions, ils vivent leur vie en fait. Et il faut aussi accueillir les émotions des enfants, tout ce qu'ils vivent, et ça vient se rajouter. Et du coup, ça rend la relation avec les enfants très très difficile pour les parents. Donc il y a des parents qui viennent te voir parce que justement ils sentent qu'ils sont à bout, ils n'ont plus de place pour réguler leurs propres émotions et réguler en plus les émotions de leur enfant. Donc comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous donner un exemple, voilà, d'une maman qui vient te voir, avec quoi vient-elle? Ouais, c'est vrai que les parents peuvent venir me voir vraiment avec cette sensation d'être débordés, que c'est trop. Et comment je fais avec ces parents qui viennent me voir? J'aime bien créer un cocon, un endroit où... Bon, je vais dire elles parce que c'est des mamans souvent, Oui. mais je vais créer un cocon où vraiment elles se sentent bien, où elles vont pouvoir se livrer, vraiment dire ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent. Et je vais leur préparer un thé, quelque chose de très réconfortant, de chaleureux. On va s'asseoir au sol, ensemble, et elles vont me partager un petit peu tout ce qu'elles ont sur le cœur, ce qui est difficile, parce que, voilà, elles se rendent compte que elles vivent des choses avec leur enfant qui sont difficiles, qu'elles font des erreurs, et qu'elles n'ont pas envie que ça se passe comme ça. Dans un premier temps, tu crées un espace Ouais, d'accueil, ouais, ce qui est déjà beaucoup parce que en général, elles n'en ont plus. ouais. Chez elles, ça peut devenir un terrain hostile parce qu'il y a toujours du bruit, parce qu'il y a toujours du désordre, parce qu'il y a toujours des choses à faire. Donc il y a ce sentiment de ne jamais être parvenu au bout des tâches qu'il fallait mener. On s'occupe peu d'elles et elles-mêmes, elles s'occupent peu d'elles-mêmes et elles s'occupent beaucoup des autres. Donc ce que j'entends, c'est que finalement la première chose, c'est que tu vas leur donner cet espace qu'elles n'ont plus, qu'elles ne trouvent plus, pour pouvoir se poser. Ça me fait penser à un auteur qui dit se poser, se déposer, se reposer. Hmm. Et voilà. Et donc ça commence comme ça. Ouais, ça commence comme ça. Parce que ça leur fait beaucoup de bien, en fait. Elles en ont vraiment besoin. Et une fois qu'on a installé ce moment, installé cet espace, pour qu'elles puissent se livrer et avoir vraiment ce moment pour elles, en fait. Qu'elles n'ont plus. Si elles sont vraiment très stressées, si je sens qu'elles sont vraiment très stressées, je vais les inviter à respirer. Vraiment à sentir l'air qui passe au travers de leur corps, du nez, de la bouche, des poumons, vraiment pouvoir comme tu le dis, se déposer dans le moment, respirer, faire, voilà, diminuer cette pression, prendre le temps en fait, parce que ça aussi, prendre le temps, c'est quelque chose qu'elles ne peuvent pas s'offrir en fait, qu'elles n'arrivent pas à s'offrir en tout cas. Donc, je leur permets de prendre le temps de se poser, de se déposer. Et ensuite, on va prendre des moments de méditation sur Mhm. différents sujets. On va visualiser certaines scènes. Et il y a une image que j'aime beaucoup partager aux mamans qui viennent pendant les consultations. C'était cette image du train qui passe en fait. Mhm. Cette image, elle est très belle parce que en fait, quand on vit une difficulté, voilà, mon enfant est en train de me dire qu'il ne veut pas partir à l'école, il veut pas aller à l'école aujourd'hui, il râle, il fait tout vraiment pour ralentir la situation. Et ben voilà, on va avoir ce type de pensée en fait. Ah, il fait tout pour ralentir la situation, on va pas y arriver, ça va être un calvaire. Et là, les pensées nous mettent vraiment dans un état de stress en fait où on n'arrive pas à Ouais, on est avancer en comme train ça. de s'enfermer nous-mêmes dans la situation Ouais, avec des pensées exactement. qui sont pas saines. Exactement. Et cette image du train, en fait, ça va venir un petit peu changer tout ça.
Ça pourrait être, en fait, voir mon enfant qui se lève en râlant parce qu'il a pas envie d'aller à l'école, bah, comme un moment qui est en train de se passer. Oui, mon enfant est en train de râler. Il s'est levé du mauvais pied, ça va pas, tout ce qui se passe ne va pas, mais en fait, ce moment va passer. OK, ce moment va passer et ce moment ne dit Du coup, pas c'est quoi l'analogie avec le train? l'analogie avec le train, c'est Ouais. que, et ben, on peut accepter le moment tel qu'il est. On peut accepter le moment tel qu'il est et on peut aussi se dire qu'à un moment, le train va passer, en fait et on a la certitude que le moment va passer, que ce train va se terminer. Mmh. Ça permet un petit peu de relativiser les choses et de se dire: «Ben, je suis pas condamnée, en fait. Je suis pas condamnée à vivre ça». Ouais, alors Heu, c'est un peu comme, comme si moi je suis sur une route, et puis, je peux plus avancer parce qu'il y a un train qui passe, quoi. Donc en ouais, fait, je veux mettre la chaussure de mon enfant et puis il refuse la chaussure. OK, donc ça, c'est mon train. c'est mon Il train. il vient de s'arrêter sur ma route et je peux pas continuer mon chemin. Mon fils qui met pas sa chaussure, ça m'empêche d'aller à la situation suivante où on va mettre le blouson et on va y aller, par exemple. C'est ça? Exactement. Donc on a des trains dans la vie de parents. Et oui, et on en a beaucoup. On a des trains dans la vie de parents et ces trains ne vont pas définir notre enfant, en fait. C'est pas parce que ce matin, mon enfant râle parce qu'il a pas envie de s'habiller, d'aller à l'école, que mon enfant est un râleur. C'est juste que Mmh. ce matin, il se passe quelque chose qui fait que je vois le train passer de mon enfant qui râle. Donc ce train Mmh. ne dit rien sur mon enfant et il ne dit rien non plus de moi. Je ne suis pas un parent qui, est mauvais envers son enfant, qui ne sait pas, bien faire les choses. Ouais, le train, il dit pas: «Je suis passé exprès pour te». Oui, voilà, exprès pour t'embêter, quelqu'un d'autre aurait mieux réussi que toi. Non, Ah oui. la Mmh. situation est telle qu'elle est. On peut C'est comme l'accepter. ça, c'est la vie, quoi. C'est Dans la la vie, il y vie. a des trains et Ouais. puis on est obligé de se les prendre. Mais ce Ouais. qui est bien aussi, c'est qu'on peut se dire: «Ouais, il y a certaines attitudes que l'on peut adopter en tant que parent qui vont faire que le train va rester plus longtemps». Et là, Oui. si je prends l'exemple de la chaussure, je me dis que si je commence à m'énerver, à lâcher, le dragon, la tempête, le chacal qu'il y a en moi et à dire à mon enfant tout le mal que je pense de cette situation de chaussure qui ne se met pas sur son pied, peut-être que le train, il va durer plus longtemps et qu'on en aura encore plus les jours suivants. Ouais. Et que en Heu, plus s'accrocher au train, bah, ça fait mal, quoi. Heu, c'est se prendre un train, ouais. voilà. Donc alors que regarder le train qui passe, on peut le regarder de plein de manières différentes. C'est vrai, c'est vrai. Donc, quand tu travailles avec, ces mamans, donc tu disais que, bah, tu crées l'espace, tu vas leur, proposer de se poser, de se déposer, de se reconnecter à leur respiration, Mmh mh. à créer un espace pour respirer justement. Tu vas les faire travailler par des méditations, par, des visualisations, c'est ce que tu disais, par exemple le Ouais. train, voilà. Tu étais en train donc de nous expliquer comment tu travailles avec les mamans et puis ensuite comment ça se déroule? Et puis ensuite, elles vont pouvoir, partager leurs difficultés et puis justement se rendre compte que dans leurs difficultés, il y a beaucoup de perceptions finalement, qu'elles peuvent changer leur perception et que changer sa perception des choses va amener à changer les choses tout simplement, à les vivre différemment. Le problème, il est toujours là. La Mmh. difficulté, elle est toujours là, mais la façon dont on va la vivre va complètement changer les choses en fait et la relation avec l'enfant surtout. Exactement. Ça me fait penser au fait que on peut pas dire qu'une chose est énervante. On peut pas dire: «Mais ça, c'est énervant quand même», parce que la manière dont moi je le vis, c'est pas la manière dont toi tu la vis. Et donc en fait, bah oui, potentiellement, moi, il y a des trucs qui m'énervent pas et qui vont t'énerver toi, et inversement. Donc ça veut dire que rien en soi n'est là pour nous énerver ou ne contient les qualités idéales pour s'emballer, mais que tout ça, ça dépend de nous. Ouais, exactement et c'est vrai que dans une situation donnée entre un parent et son enfant, le parent va vivre la situation d'une manière, l'enfant va le vivre d'une autre manière, mais en fait, si on met une tierce personne au milieu, et cette tierce personne, elle va pas du tout percevoir la même chose parce qu'elle est neutre et qu'elle est beaucoup moins impactée parce que les 2 personnes sont en train de vivre entre elles, en fait. Mmh.
Alors là, on parle déjà de comment tu accueilles les mamans principalement, mais en fait, c'est ouvert aussi aux papas Oui, qui se évidemment. retrouvent aux prises avec des émotions difficiles quant à la relation avec leurs enfants. Mais finalement, est-ce qu'on pourrait, pour recadrer un peu notre sujet, se demander c'est quoi une émotion, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça veut dire pas réguler, qu'est-ce que ça veut dire réguler, tu vois? Mhm. Histoire que on puisse un peu tous se comprendre. Mhm. Alors, une émotion, en fait, elle va être déclenchée par un événement. Cet événement va susciter en nous, engendrer une réaction physiologique qui va faire qu'on va avoir une certaine réaction, en fait. Et réguler ses émotions, c'est avoir des émotions. Déjà, c'est pas ne plus avoir d'émotions, ne plus vivre d'émotions, mais c'est prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre comme émotion. Ok, je prends un peu de recul. Et quelle émotion je suis en train de vivre? Est-ce que c'est de la joie? Parce que ça peut aussi être quelque chose de super positif. Un peu de recul pour se dire, waouh, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est génial. Mais prendre un peu de recul pour se dire, ok, là, je suis en train de vivre quelque chose de difficile. Je suis en train de vivre de la colère. Cette colère, elle est là. Ok, j'ai le droit de vivre cette colère et je peux utiliser plein de stratégies pour pouvoir l'exprimer. Et tu sais, ça me fait penser à... Donc, je fais aussi des ateliers pour les enfants, qui sont les ateliers Kimochi. Et on dit souvent aux enfants, on a le droit d'être en colère, mais on n'a pas le droit d'être méchant. Mhm. C'est très difficile d'exprimer sa colère autrement que par la méchanceté. Mais il y a plein de stratégies, et notamment la pleine conscience en est une. Si on arrive à développer toutes les attitudes de la pleine conscience, notamment, donc les 7 attitudes de la pleine conscience qu'on a, qui sont la confiance, la patience, le lâcher prise, le non-jugement, l'esprit du débutant, le non-effort, l'acceptation. Après, il y en a plein d'autres, mais c'est les principales. C'est Ok. arriver à mettre un petit peu toutes ces attitudes-là en nous quand on vit des émotions pour s'ouvrir en fait et puis les vivre. Donc, pour revenir un peu à cette espèce de cadrage qu'on essaye de faire pour qu'on ait tous, pour qu'on partage tous la même compréhension du sujet. Donc, une émotion, on la choisit pas. Elle vient à nous et elle vient Ouais. à nous notamment en fonction de ce que l'on vit. Elle peut aussi venir à nous en fonction, comme on l'a vu, des pensées que nous entretenons. Mhm. C'est-à-dire que si je pense que mon enfant le fait exprès, forcément, je vais pas être dans la même attitude que si je pense qu'il est incapable de faire ce que je suis en train de lui demander. Donc nos pensées, ce qui nous arrive, notre manière d'interpréter le monde génère des émotions. Mhm. Et dans notre société, on confond souvent l'émotion et le comportement, surtout quand il s'agit de la colère d'ailleurs, parce Ouais. que les gens vont dire à leur enfant tu n'as pas le droit d'être en colère. Mais en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est tu n'as pas le droit d'être méchant, Mhm. tu n'as pas le droit d'être violent, parce que la colère, elle est associée aussi à une force, à une puissance. Il suffit de regarder vice versa. D'ailleurs, Ouais. j'ai le plaisir d'annoncer à tout le monde que le prochain vice versa arrive au cinéma en juin, donc je Ah. compte bien le voir. Mais bon, bref, petit aparté à part. Il y a de la puissance dans Ouais. la colère et cette Énormément, ouais. puissance, elle fait peur. Mais il n'y a pas que de la destruction derrière la Non. colère. Il y a aussi des possibilités de construction. Et là, ce que tu nous amenais aussi notamment, c'était par rapport au fait de réguler, quelle que soit l'émotion, il y a la possibilité avec la pleine conscience. Et toi, tu l'utilises dans tes accompagnements parentaux et dans tes ateliers de se connecter aux attitudes de la pleine Ouais. conscience pour dire comment je pourrais mettre par rapport au fait que là je ressens ça, qu'est-ce que ça veut dire et comment je pourrais mettre peut-être plus de lâcher prise dans cette situation ou plus de confiance envers la vie ou Ouais. plus d'esprit du débutant si c'était la première fois que je vivais ça, hein, la fameuse collection de timbres. Ouais, mais c'est la milliardième fois qu'il me demande ça, j'en peux plus. Ouais, mais si là c'était pas, ça faisait pas 30 fois qu'il vous demande la même chose et si c'était la première fois. Et si c'était C'est la ça. première fois qu'il arrivait pas à mettre sa chaussure, Ouais. que vous C'est un réagiriez petit de la peu même comme, manière. tu vois, la première fois où les enfants disent maman. La maman, elle est émerveillée. Mais en fait, quand ça fait 20, 30, 50 fois dans la matinée, ne serait-ce que dans la C'est matinée clair. où l'enfant dit maman, ça devient tout de suite beaucoup plus difficile. Alors que c'est vrai que si on se dit,
Ok, je prends mon esprit du débutant et je me dis, waouh, c'est la première fois que mon enfant me dit, maman, je vais le vivre d'une manière totalement différente. Et tu vois, ce qui est dingue, c'est que même quand tu le dis, parce que là, je pense à moi quand je suis aux toilettes et mes enfants sont grands et j'entends maman, maman, maman. Et je me dis, ah, c'est incroyable. Mais quand tu me parles de l'esprit du débutant, d'entendre ce maman comme si c'était la première fois, bah, quelque part, ça me permet de réguler, de me sentir moins épuisée parce que Ouais. je trouve ça drôle, en fait. Voilà. Et à la place de l'agacement vient, oui, il y a toujours un petit côté épuisé, mais il y a un petit côté amusé aussi par la Ouais. situation parce qu'on se met à la voir comme si c'était la première fois, quoi. Bah oui, et puis il y a surtout beaucoup d'amour parce qu'en fait, quand ils sont tout petits, qu'ils disent maman pour la première fois, mais il y a tellement d'amour d'un coup et ça permet de remettre cet amour au centre en fait. Ouais, c'est beau. Alors, ceci dit, on voudrait bien réguler nos émotions. Qu'est-ce que toi, tu penses de avant de parler de régulation des émotions, qu'est-ce que tu penses de l'origine de notre non-régulation? Pourquoi on n'arrive pas à réguler? Pourquoi on se met dans des états pareils? Je veux dire, il suffit qu'on prenne un peu de recul et qu'on en parle entre parents pour voir que, enfin, c'est pas sain de se mettre. Concrètement, je suis susceptible de me fâcher davantage contre mon enfant qui renverse son yaourt que contre mon mari qui démolit la voiture. C'est quand même incroyable parce que il faudrait remettre les choses dans l'ordre. Il y a, Ouais, c'est pas grave. ouais. Donc, pourquoi on n'arrive pas à réguler, Émilie? Moi, je vois cette maman qui est complètement débordée, quoi. Elle a 1000 choses à faire. Du matin jusqu'au soir, elle est en train de vivre un sprint, en fait. Sauf qu'un Mhm. sprint, c'est censé être court. Mhm. Le matin, elle se lève, elle prépare le petit déjeuner des enfants, et puis ensuite elle les habille, et puis elle gère deux, trois crises en même temps, et il y en a un qui a renversé son lait, il faut préparer le cartable, et ensuite elle les emmène à l'école, et il y a toute la journée de travail où il se passe déjà plein de choses, et ensuite elle les récupère, et puis il y a les devoirs, et puis il y a le bain, et puis il faut leur courir après parce qu'ils ont pas envie d'y aller, Et et il faut puis faire il tourner faut... la machine et faire un Voilà. repas équilibré, Ouais, avoir une maison propre. et puis en plus, on a reçu des mails, il y a les impôts à payer, et puis voilà. Et il y a plein de choses qui s'ajoutent. Et en fait, le parent, il est complètement, mais débordé et stressé par tout ce qui se passe, par toutes ces 1000 choses à faire. Et du coup, bah, le petit truc qui va venir faire déborder, voilà, le yaourt, et ben, le parent est incapable de le gérer parce qu'il vit trop de stress. Et en fait, le stress, quand on le vit, on va vraiment se mettre en mode survie parce que le stress, ça va générer chez nous des réactions physiologiques en fait qui vont nous porter vers la survie. On va avoir envie de fuir, on va avoir envie de se battre ou alors on va se figer, mais on va être vraiment dans un mode automatique. Et quand on est parent et qu'on vit à 1000 à l'heure comme ça, on est dans ce mode automatique en permanence. Et du coup, on n'a plus cette faculté de se poser et de réfléchir de manière posée. Et en fait, c'est comme si on regardait la mer et que la mer est en pleine tempête, quoi. En fait, Mhm. si des fois il y a des petits plots là qui viennent délimiter le bassin, C'est les balises, oui. voilà, les petites balises. Mais en fait, si la mer elle est toute agitée, les balises on les voit pas. Alors que le Mhm. parent, s'il arrive un petit peu à se calmer, à respirer, faire descendre la pression, bah, les petits trucs qui dépassent, les beaux moments, les choses agréables, les trucs importants, ils vont ressortir du lot en fait. Et Et puis je pense il y a non seulement trop à faire, mais il y a aussi le fait que les parents subissent une certaine forme de pression. Les enjeux de la parentalité sont importants. Je pense qu'ils sont d'autant plus importants que, comme beaucoup de couples se séparent, la relation avec l'enfant, c'est presque la relation la plus longue que l'on ait sur un plan affectif, donc on veut pas rater ça. Et voilà, il y a le risque d'être seul, de ne pas garder son couple, mais il y a le risque de ne pas derrière avoir une belle relation avec son enfant et donc du coup le risque d'être seul. Donc les enjeux sont vus de manière très élevée. Les parents entendent qu'il faut bien nourrir son enfant, qu'il faut bouger et ne pas trop manger gras, salé, sucré. Ils veulent que leur maison soit présentable. Ils veulent réussir à tous les niveaux. Et puis il peut y avoir une différence entre ce qu'ils se sentent capables de faire et ce qu'il faudrait faire selon eux. Et je dirais que dans cette différence entre ce que je me sens capable de faire et mon idéal,
réside la taille de mes émotions négatives quelque part. Le volume d'émotions négatives, c'est je cours toujours après le temps, il faudrait Ouais. que je fasse comme ça, mais en fait j'y arrive pas, je ne suis pas à la hauteur. C'est difficile d'être parent aujourd'hui et je pense que s'il y a des grands-parents qui nous écoutent, parce que j'entends souvent de la part des grands-parents, ouais, mais c'est pas si difficile à notre époque. Je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, à l'âge de 12 ans, on a géré le même volume d'informations que un adulte dans les années 50 tout au long de sa vie. Ça veut dire qu'en fait, on gère un volume d'informations. Les emails n'ont pas réduit la quantité de communication. Ils l'ont simplement augmenté. On Ouais. n'écrivait pas du tout autant de lettres qu'on écrit d'emails aujourd'hui. Donc, les moyens modernes ne nous ont pas permis d'être plus libres. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que ouais, la dérégulation, donc elle vient, comme tu le disais, du trop à faire. Elle Ouais. vient de la hauteur à laquelle on met la barre. Comment on apprend? Comment apprend-on à réguler nos émotions? Ça se passe à quel moment de notre vie? Ça se passe dans l'enfance. Apprendre à réguler ses émotions, c'est quand on est enfant, qu'on vit de la colère, qu'on vit de la frustration, et que qu'on nous permet de les vivre, qu'on nous permet de pleurer, qu'on nous permet de crier, qu'on nous permet de d'extérioriser tout ça. Et c'est vrai que souvent, quand on est enfant, on entend beaucoup arrête de crier, arrête de pleurer, mais non, tu n'es pas triste, mais c'est pas grave. Alors qu'intérieurement, il se passe quand même des choses, quoi. Donc, en tant qu'adulte, on est mieux armé pour réguler nos émotions si on a été accueilli dans nos émotions quand on était enfant. Et si on n'a pas été accueilli dans nos émotions, ben, on va être en galère quand les émotions de nos enfants vont se présenter. Eh oui, C'est ça se ça. renvoie un petit peu comme un miroir en fait, hein. Et Mais il n'est jamais trop tard pour faire le travail. non, exactement. Et justement, quand on permet à nos propres enfants de vivre leurs émotions, on se permet aussi de vivre les nôtres. Et inversement finalement. Donc les enfants vont venir corriger un petit peu tout ça. Et toi, dans ta pratique, tu accueilles plus des situations de dérégulation émotionnelle associées à la colère ou à la tristesse ou à Euh, la peur? alors il y a la colère, comme on vient d'en parler, mais il y a aussi la peur. La peur? Ouais, parce que la peur, elle va être vraiment basée sur toutes les anticipations que font les parents. Il y a vraiment énormément d'anxiété sur ce qui peut se passer en fait. Mhm. Par exemple, une maman que j'ai rencontrée, qu'on va appeler Théodora, me disait que sa fille de 3 ans se réveillait beaucoup la nuit. Et que quand elle se réveillait la nuit, elle voulait pas aller la voir et se rendormir avec elle, etc. Parce que, en fait, elle avait peur que sa fille, du coup, se réveille toutes les nuits, qu'elle demande sa présence toutes les nuits, et que du coup, si elle reste avec elle toutes les nuits, bah, elle allait plus dormir avec son mari, qu'ils allaient plus avoir de vie de couple, et puis que en plus, si elle dormait avec elle allait pas réussir à se rendormir, donc en fait, après au travail, ça allait pas bien se passer, et que si ça se passait pas bien au travail, ouais, elle risquait d'être virée, et que ensuite il y avait aussi le deuxième qui avait besoin d'attention, et que si le deuxième il se met à faire la même chose, elle allait faire comment à jongler entre les deux? Donc les parents ils ont plein de peurs de ce genre qui font que ça va les couper de la relation en fait. Et du moment présent, finalement. Et du C'est-à-dire qu'en moment fait, présent. ils n'essayent plus de solutionner la difficulté ou d'y répondre par rapport au présent, mais ils cherchent à répondre au présent et à l'avenir aussi. Et ça, c'est pas Ouais, possible parce que ouais, l'avenir, ouais. personne ne le connaît. Ouais. Eh bah oui, exactement. Et c'est vrai que, comme tu le dis, ça les coupe du présent parce que cette maman, quand je lui ai demandé, mais toi, qu'est-ce que t'aimerais faire en fait? Juste à ce moment-là, bah moi j'ai juste envie de m'allonger avec elle et voilà en fait, c'est tout. Et du coup, il y a vraiment un décalage entre ce que le parent veut faire et veut être avec son enfant et puis ce qu'il fait réellement et ce qu'il est réellement parce que il est guidé par toutes ses peurs en fait et tout ce qui peut arriver qui finalement en fait n'arrive jamais. Et en plus, chaque fois qu'on n'est pas aligné avec ce que l'on a vraiment envie de faire au fond de nous, ce que je veux dire, c'est que bah, là, cette maman, cette Théodora, elle a envie de s'occuper de sa fille. Ouais. Mhm. Quand on se met en colère,
au fond de nous, on sait très bien que c'est pas ce qu'on devrait faire, qu'on est en train de dire des choses ou d'avoir un comportement qui est effrayant pour notre enfant et que ça c'est pas ça. Donc on perçoit ce que l'on voudrait Ouais. être et ce que l'on voudrait faire et de là va naître la culpabilité. Le Ouais. sentiment que l'on n'est pas à la hauteur de la mission que l'on s'est donnée, parce qu'on sait quelque part ce qu'on devrait faire. On sait Mmh. ce que la situation réclame comme attitude de notre part et on ne le fait pas. Alors, j'imagine que tu dois avoir aussi beaucoup de parents qui se sentent coupables, qui viennent te voir et puis comment aborder la question de la culpabilité? Ouais, alors exactement, il y a les parents, une fois qu'ils ont fait des erreurs, en fait, ils se sentent coupables. Et la culpabilité, elle vient, bah, comme tu dis, quand on n'est pas aligné avec ce qu'on a fait, on va ressentir de la culpabilité. Donc cette culpabilité, elle est bonne, elle va nous permettre de nous remettre en question, en fait, et de nous dire que si je ressens de la culpabilité, c'est que il y a quelque chose à changer. Et peut-être que, en fait, si on se met à la barre trop haute, justement, on peut pas changer les choses tout seul. Comme on dit, il faut tout un village pour élever un enfant. Quand on n'y arrive pas, quand on est trop seul face à l'envergure de la tâche, on peut demander de l'aide en fait. On peut demander de l'aide pour réussir à atteindre la hauteur qu'on aimerait atteindre en fait. Oui, donc il y a de la culpabilité parce qu'il y a un message et donc nous, on doit se demander, ben, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Donc une Ouais, chose, ça peut être que effectivement, peut-être qu'on met la barre trop haut et que j'aime bien moi cette image de dire si la barre est trop haute, soit vous descendez la barre, soit vous faites la courte échelle. Mais on peut pas ouais. faire la courte échelle quand on est seul. Eh non, ouais, En fait, il va falloir demander à quelqu'un d'être notre équipier. eh Notre oui. équipier, peut-être c'est notre partenaire, peut-être c'est notre mère, peut-être c'est une bonne amie, etc. Mhm. Mais voilà, si la barre est trop et que on veut pas la baisser, qu'on veut absolument l'atteindre, peut-être qu'on a besoin de faire équipe, comme tu le dis. Peut-être qu'il faut un village Ouais, pour éduquer l'enfant, pour moins être dépassé et donc moins être désaligné par rapport à ce qu'on voudrait faire. On peut baisser la hauteur aussi. Je pense que exactement, ça, ouais. c'est super important de le dire, baisser la hauteur. Même si on a tous le vœu pieux de faire attention aux écrans, de faire attention à l'alimentation, de faire en sorte que nos enfants sortent suffisamment, qu'ils fassent bien leurs devoirs, etc. Personne ne peut réussir à tout faire seul, en plus, ou rien qu'à deux, parce qu'à deux, c'est pas beaucoup pour élever des enfants. Mhm. Donc, peut-être qu'il faut lâcher un petit peu sur certaines choses de temps en temps et puis Ouais, se dire, ben, lâcher. c'est plus important pour le cerveau de l'enfant d'avoir de bonnes relations avec son parent, donc il va être quelque part plus performant, il va mieux se concentrer, etc. Que si il est dans la dispute avec son parent parce qu'il faut qu'il mange toute son assiette et parce que son Ouais. parent n'est pas disponible et puis bon bah finalement il aura bien mangé mais sur un plan affectif il sera pas forcément satisfait. Est-ce que tu vois d'autres choses autour de la culpabilité peut-être je sais pas accepter ses erreurs à un moment, hein? Bah bien sûr, accepter ses erreurs, accepter que l'erreur est humaine en fait. Et puis moi je trouve que ça vient aussi un petit peu casser cette image de l'éducation positive où on voit, on imagine un enfant parfait, tout le temps sage, qui ne déborde Et jamais, surtout un qui parent parfait. et puis, ouais, j'allais y venir. Il y a un parent parfait qui ne déborde pas non plus, où c'est tout le temps tout beau, tout rose. Non, la vie, c'est comme ça. C'est des hauts, des bas. Il va y avoir des disputes, et puis après, on se réconcilie, on s'excuse. Tout le monde fait des erreurs, et c'est normal. Et puis, c'est pas grave du moment qu'on répare ses erreurs. Ouais, la culpabilité, elle me fait quelque part retrouver mon humanité Ouais, et mon humilité aussi. ouais, Je ne suis qu'un être humain qui fait de son mieux, mais qui se plante et ben, je vais voir ce que je peux faire. Je pense qu'aussi la culpabilité, elle nous dit si tu répètes ce que tu fais maintenant, tu ne seras jamais satisfait. Ça me fait ouais. penser à une citation de d'Einstein, mais j'arrive jamais à me rappeler comment il l'a joliment dite. Mais en gros, il dit tu ne peux pas obtenir un résultat différent si tu fais toujours la même chose. Oui, Et la culpabilité, elle nous dit, bon, bah, voilà, maintenant, tu sais exactement ce que tu dois pas faire. c'est ça. Parce qu'en fait, chaque fois que tu feras ça, bah, tu te sentiras mal, quoi. Voilà. Ouais, Euh, exactement.
parfois, on pète quand même un câble malgré tout ça. Je veux dire, je pense que même si on a des ressources et tout, on peut faire du mal à la relation. La colère est une émotion risquée parce que lorsqu'elle s'exprime, comme on l'a dit tout à l'heure, elle s'exprime de manière assez tonitruante. Euh, Est-ce que la colère a vraiment une utilité dans nos vies relationnelles? Finalement, pour toi, à quoi ça sert la colère? Mais la colère, si elle est là, c'est qu'elle vient nous dire que il y a quelque chose qui va pas, que un de nos besoins, ou plusieurs même, n'a pas été rempli en fait. Il y a de la frustration qui a été générée. Et si je me mets en colère, c'est parce que je manque de repos, parce que j'ai besoin d'avoir une vie sociale, parce que j'ai envie de faire du sport et de faire des choses pour moi, et que ce yaourt qui vient d'être renversé, en fait, ça a juste été le déclencheur, la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc oui, la colère, elle va avoir sa place totalement, que ce soit pour les enfants ou pour les parents ou tout le monde. Elle a sa place et en fait, il faut savoir écouter qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire. La petite voix qui est derrière la colère, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Ok, je suis en train de péter un câble parce que mon enfant a renversé son yaourt. Mais finalement, est-ce que si j'étais sortie avec mes copines avant, que j'avais pris ce temps pour moi pour décompresser, est-ce que j'aurais pété un câble avec ce yaourt qui a été renversé? Donc, il faut prendre la responsabilité de ses besoins, en fait, pour pas péter un câble, justement. Prendre la responsabilité de remplir nos propres besoins en amont pour éviter ces pétages de câbles. Je pense à cette phrase qu'on entend beaucoup, je me suis mise en colère parce qu'il a dépassé les limites. Et puis, je la trouve intéressante parce qu'en fait, on parle souvent de limites. Alors bon, on a décidé dans ce podcast que justement, on n'allait pas dire est-ce qu'il faut dire limite ou est-ce qu'il faut pas dire limite. En fait, on s'en fout du moment qu'on est d'accord sur un peu l'idée. En gros, il y a quelque chose qui est dépassé. Et en fait, je pense qu'on réalise pas que quand on dit ça, on parle de nos limites qui sont dépassées et que ces limites-là, justement, on a tendance à ne pas les connaître. On se met trop à fond et on se rend pas compte que nous avons des limites parce que nous sommes des êtres humains, parce que nous sommes condamnés à un moment ou à un autre à nous confronter à notre impuissance et que donc il y a un peu un plafond de verre, on n'est pas des super-héros. Et quelque part, on devrait se dire, dans cette situation, mes limites sont dépassées. Moi, en tant qu'adulte et en tant que parent, je dois être plus vigilant à connaître mes limites et à veiller à me mettre dans des situations qui ne les dépassent pas. Et si j'ai déjà un espace au départ, je sais pas si ce que je veux dire est assez clair, mais s'il y a de l'espace avant, si je suis pas trop proche de mes limites dès le départ, s'il y a un espace entre ma situation actuelle et mes limites, je peux accepter le pot de yaourt qui se renverse. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. S'il n'y a pas l'espace, on est déjà au taquet, c'est la goutte dont tu parlais. Donc bon, voilà. Par rapport à la colère, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses que l'on peut faire et que l'on peut faire justement, là, j'étais en train de dire se connaître ses limites. D'ailleurs, j'aurais juste envie de rajouter ici, souvent nos limites, elles ne sont pas le résultat d'aujourd'hui, elles sont le résultat de notre histoire, de notre vécu, de nos blessures. Les blessures d'abandon, blessures de rejet, blessures tout ça. Et que c'est de là qu'elles viennent et elles viennent, donc nos colères viennent rarement directement de la situation à l'instant présent. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre, je pense, dans la régulation émotionnelle, de l'ordre de se connaître soi-même. Enfin, j'imagine qu'il y a des choses qui, au quotidien, peuvent avoir un effet préventif. Tu m'avais parlé du fait que tu pouvais recommander certaines pratiques aux mamans au quotidien, justement pour créer un espèce de matelas. Ouais. C'est vrai que je recommande. Les parents peuvent faire de la méditation. Et c'est vrai que dans la méditation, on va avoir tout ce qui est pratique formelle avec je m'assois sur une chaise, je prends un temps, je fais une méditation guidée, ça dure longtemps. Et là, on a perdu la moitié de nos auditeurs. Voilà. Mais non, pas encore la méditation. Zut. Ouais, mais il y a aussi toutes les pratiques méditatives informelles qui sont quelques secondes dans la journée, en fait. Alors, raconte-nous ce que c'est. Parce que je pense que les gens se rendent pas compte à quel point
on peut pratiquer la méditation de manière informelle dans Ouais, son quotidien? ouais. Vas-y, explique ça. La méditation informelle, c'est voilà, tout à l'heure, vous allez sortir, pour aller chercher vos enfants à l'école, et vous allez marcher dans la rue. Et ben, c'est entendre les oiseaux qui vont chanter, sentir l'air sur sa peau, la chaleur du soleil, s'il y a du soleil. C'est observer les arbres, les feuilles qui bougent, sentir le tissu, le manteau qui va frotter, sur la peau. En fait, c'est C'est marcher en marchant. voilà, En faisant rien d'autre que marcher. c'est ça. Marcher en étant là où on est, sans aller au supermarché, Ouais. sans penser à la liste de courses, sans se rappeler qu'il faut appeler le pédiatre, sans C'est anticiper, ça. sans, en étant dans le présent, ni dans les actions futures, ni Ouais, dans le passé, quoi. ouais. Marcher en marchant. Dans le présent et vraiment se connecter aux sensations du Ouais. corps, de ce qui se passe Ça, c'est maintenant, tout de tellement suite. important. C'est Ouais. important les sensations du corps, hein. Je veux vraiment le souligner parce que, en fait, on peut pas ressentir des sensations qui ne sont pas dans le moment présent. Et c'est là que le corps, c'est une encre géniale pour rester dans le présent. Parce qu'on on peut pas ressentir une caresse qu'on n'a pas maintenant. On Ouais. peut pas ressentir le vent sur notre visage si le vent ne souffle pas Mmh. maintenant. Ouais. Ça doit forcément être réalisé maintenant. Donc ça va nous reconnecter. Ça peut être aussi faire la vaisselle en faisant la vaisselle, hein. Ah oui! Et sentir l'eau sur nos mains. Voilà, ouais. Et puis même quand il se passe des choses avec nos enfants, parfois, on leur fait un câlin et puis en fait, on est en train de penser à la liste de courses, il y a autre chose. C'est Non, vrai. je leur fais un câlin, je lui caresse les cheveux, je sens ses cheveux, je sens sa peau sur ma joue, etc. Et en fait, il y a plein de petites fractions de secondes comme ça. On peut se reconnecter à ce qui se passe maintenant. Et en Et fait, ça peut ça, se faire c'est n'importe où et hautement n'importe quand. ouais, et ça, c'est hautement préventif. Donc, c'est Ouais. vraiment le truc que l'on voudrait que les parents prennent aujourd'hui, c'est ça ne vous prendra pas de temps. Non, c'est ça. C'est cadeau. Il suffit de faire ce que vous faites en le faisant entièrement, à C'est 100%. ça. Voilà. Est-ce que tu as d'autres petites pratiques que l'on peut faire pour calmer le jeu, se reconnecter à soi? Ce que j'aime beaucoup, c'est avoir la visualisation positive en fait. Parce que c'est vrai que souvent, quand on va chercher les enfants à l'école, on s'imagine tout de suite toute la corvée, hein, Ouais, toute la donc là, on n'est corvée. plus dans le moment présent déjà. Non, voilà. Mais en fait, je peux me dire, bah juste, je pose l'intention que ça va être un bon moment, que je vais passer ce moment en faisant des blagues, ou alors que je vais passer ce moment en étant dans l'humour, ce qu'on veut en fait, mais vraiment poser une intention de je veux vivre le moment de cette manière. Et du coup, le visualiser. Et le visualiser vraiment, pour Mmh. vraiment se l'approprier et que quoi qu'il se passe, je vais m'accrocher à cette intention-là et je vais le vivre de cette manière-là. Mmh. Et puis, il y a aussi le fait de célébrer la chance que l'on a que ce soit ainsi. Tu vois, par exemple, moi, j'ai vraiment eu peur de perdre ma fille, quand elle était petite dans un accident. Cet événement m'est utile dans la vie parce que quelquefois, je me dis: «Bah ouais, mais t'as quand même la chance d'aller la chercher. T'as quand Ouais. même la chance de l'entendre crier. T'as quand même la chance de Ouais. pouvoir, argumenter avec elle, d'entendre ses désaccords. Même si à ce moment-là, c'est déplaisant, t'as quand même cette chance-là. C'est-à-dire que oui, on peut voir ce qui ne va pas pour nous, mais il y a pire que ça. Ouais. Il y a Ouais. toujours pire. Ouais. Donc ça veut dire que ce que l'on vit, c'est toujours mieux qu'une autre situation. Ouais, exactement. Et ça me fait penser aussi au journal de gratitude, par exemple, où c'est vrai Mmh. que quand on est parent, on a toujours tendance à voir ah, aujourd'hui, il y a eu cet événement, ah, c'était pénible. Alors qu'en fait, Mmh. si on tient un journal de gratitude tous les jours ou un journal de les super moments de la journée, je sais pas ce qu'on veut, en fait, on va se focaliser sur le positif. Et Mmh. on va se rendre compte qu'il se passe pas que des choses difficiles dans la journée avec les enfants, mais qu'il va y avoir des petits moments ou des grands moments, ça dépend, mais qui vont être beaux, qui vont être magiques. Et le fait de pouvoir s'en rappeler tous les jours, quotidiennement. Au début, c'est un travail, hein, mais vraiment, après, on rentre dans ce cercle-là où on arrive plus facilement à voir tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, qui est magique dans la relation, et ça permet de vivre les choses avec plus de positif, tout simplement. Oui, et tu as proposé le journal de gratitude et vraiment pour ceux qui ne se sentent pas d'écrire dans un journal,
Je proposerais ce que propose Christophe André, c'est de ruminer son bonheur, en fait, de ruminer son plaisir. Au lieu de ruminer ce qui ne nous satisfait pas en disant oui, mais quand même, là, t'as vu, il a fait ça, hop, on arrête et puis on commence à ruminer à haute voix tout ce qui est bien. Ah oui, mais quand même, qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui, qu'est-ce que c'est agréable d'être dehors, et puis qu'est-ce que je suis contente là d'être assise, de regarder mes enfants crier et jouer. Quel plaisir quand même et voilà et on parle pas de choses qui sont incroyables hein, on Ouais. parle de choses très simples mais ruminer son plaisir c'est une manière de le célébrer on peut passer par les cris mais on n'est pas obligé de le faire en fait et on peut s'écouter comme ça parler. Alors je peux vous garantir que pour les partenaires c'est un peu embêtant parce que moi mon mari m'a dit un jour oui mais tu l'as déjà dit et j'ai dit bah oui je sais mais j'aime bien ruminer mon bonheur. J'avais une question à te poser parce que bon là donc on vient de parler de quelques mesures préventives et je pense que elles sont très simples, elles sont très pertinentes et elles peuvent vraiment aider beaucoup de gens à se sentir mieux dans leurs émotions. Si maintenant on sent qu'on est en train de se transformer en maman dragon, qu'on va vraiment se transformer en lance-flamme, et donc on devient incontrôlable, qu'est-ce que tu recommandes de faire? Alors déjà, je prends conscience que je deviens incontrôlable. Déjà, c'est la première C'est étape. important, ouais. Deuxième étape, je m'en vais. Tout de suite, je m'en vais. Je respire pour arriver à faire descendre un petit peu la tension dans mon corps. Et puis, je vais essayer de appeler une sensation corporelle. Toucher quelque chose de chaud, de froid. Boire un verre d'eau, mais vraiment en sentant l'eau passer ma bouche, ma gorge, jusque dans le ventre. Vraiment appeler quelque chose qui me reconnecte à maintenant, à ce qui se passe maintenant en moi surtout. Et puis ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre du recul sur la situation. En vraiment prenant beaucoup, beaucoup, beaucoup de hauteur. Et me rendre compte que ce que je vis finalement, c'est pas grand chose en fait. C'est que ça mérite pas qu'il y ait autant d'énervement, autant de disputes que ça en fait. Donc voilà, prendre conscience, partir, respirer, se reconnecter aux sensations et prendre du recul. Ouais, et je pense que se reconnecter aux sensations quelque part, c'est vraiment parler à la forme archaïque de notre stress parce que finalement le stress, il est là pour dire attention, il y a un danger, tu vas mourir. Et donc Ouais. la connexion aux sensations corporelles dit bah non, je suis bien vivant en fait, j'ai encore des sensations corporelles donc c'est que pour moi ça va. Jusqu'à présent, je suis encore là. Exactement. Donc et prendre du recul, oui, parce que bah c'est dingue dans quel état on peut se mettre. Donc à un moment se dire ouais, qu'est-ce que je suis en train de m'agiter là. Ouais. Est-ce que ce yaourt renversé va avoir des conséquences sur le devenir de mon enfant, sa réussite sociale, sa santé, notre avenir ensemble et puis là, on se dit bah non, en fait, c'est juste un yaourt. Bon, ça fait chier quand même, mais parce que j'ai trop de yaourt, j'ai trop de train dans ma vie, trop de yaourt dans ma vie. C'est ça. Mais voilà, en fait, prendre du recul pour prendre de la distance et Ouais. repenser à ce qui est prioritaire dans notre vie, c'est Ouais. probablement d'avoir de belles relations avec nos C'est enfants. ça. Et on arrive un peu à la fin, mais j'avais quand même envie de te poser cette question parce que, bon, tu te doutes bien que j'ai mon avis, mais c'est bien de clarifier, est-ce que s'excuser, réparer, c'est faire le paillasson pour son enfant? Est-ce que faut éviter ça? Faut en avoir peur? Mais pas du tout. Réparer et s'excuser, c'est déjà accepter qu'on fasse des erreurs et c'est montrer à nos enfants qu'on fait tous des erreurs, qu'ils ont le droit, eux aussi, du coup, de faire des erreurs. Et c'est vraiment une grande force d'accepter sa vulnérabilité et de réaliser ses erreurs et de les réparer, en fait. C'est hautement relationnel. Je me rends compte que les enfants qui ne s'excusent jamais ont des parents qui ne reconnaissent jamais leurs Oui. erreurs. Puis ça donne des parents très insatisfaits qui disent mais tu pourrais t'excuser au Mm. moins. Et puis l'enfant ne veut rien lâcher parce qu'en fait pour lui être un adulte au plein sens du terme, c'est Ouais. être quelqu'un qui a toujours raison et qui quand il a tort ne dit jamais qu'il a tort. Ouais. Dit qu'il a tort. Donc on peut s'excuser, On peut, on oui. valide. Ouais. Ok.
Émilie, est-ce que tu as un petit message pour la fin à nous transmettre avant que je donne toutes les informations pour que l'on puisse te contacter? Soyez humain, donc ayez des émotions et soyez imparfait. Moi, je suis tout à fait alignée avec ce vœu. Ayons des émotions et soyons imparfaits. Émilie, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. C'était vraiment un très bon moment, très intéressant, très riche. J'ai l'impression qu'on a fait qu'effleurer le sujet. Ouais, oui. Je voudrais appeler toutes les personnes qui nous écoutent à te suivre. Tu as développé cette entreprise qui s'appelle Mon Chemin de Parents. On te retrouve donc sur monchemindeparents.com et sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, sur Mon Chemin de Parents. Oui. Tu fais beaucoup de publications, tu es très active. J'aime beaucoup d'ailleurs ce que tu fais, donc je voudrais vraiment que chacune s'y intéresse. Et j'espère qu'on se retrouvera pour un autre épisode, un de ces 4. Ce serait vraiment top. Merci Charlotte, c'était vraiment un grand plaisir. J'ai passé un super moment et j'espère aussi qu'on se retrouvera. Merci, à bientôt. À bientôt. C'était Nos éducations positives, le podcast de l'École des formations positives. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre un max d'étoiles et de le partager sur les réseaux sociaux. On revient vite, à bientôt.